qu'est-il arrivé à Jimmy Gracie? L'étudiant américain de 20 ans qui avait disparu après une soirée à Barcelone a été retrouvé mort dans l'eau. Vu pour la dernière fois dans une boîte de nuit populaire, il a ensuite disparu. Les enquêteurs disent que de nouveaux indices découverts aux premières heures du matin pourraient enfin révéler ce qui s'est réellement passé le long de la côte sombre. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Jimmy Gracie, c'était un fils bien-aimé, l'aîné de 5 enfants, un membre de fraternité connu pour aider les autres. Les autorités espagnoles cherchent à comprendre comment il est mort dans des circonstances mystérieuses après une soirée à l'étranger lors des vacances de printemps. Voici quelques nouvelles images que nous avons reçues de l'Associated Press montrant les autorités travaillant dans la zone où le corps de Gracie aurait été retrouvé en début de soirée jeudi. Un employé d'une marina, selon Fox News, aurait aperçu le corps de Gracie, puis a fait signe à la police qui a ensuite bouclé la zone pour enquêter. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de la semaine, un média local, El Periódico, avait publié un rapport selon lequel la police enquêtait sur la possibilité d'un acte criminel. Aujourd'hui, vendredi, la police a désormais écarté la possibilité d'un acte criminel, du moins à ce stade. Et il semblerait, selon les rapports, que la mort de Gracie ait été accidentelle. Le New York Times dispose d'une source confidentielle proche de l'enquête qui a utilisé ce terme, affirmant qu'à ce stade, tout indique qu'il s'agit d'un accident. Mais il reste encore des questions. Et tant que nous n'avons pas une cause de décès confirmée, les enquêteurs doivent enquêter sur toutes les pistes possibles, même si sa mort n'est peut-être pas un meurtre. Encore une fois, de nombreuses questions subsistent. De nouvelles informations arrivent aujourd'hui, vendredi, sur ce que révèlent les caméras de surveillance, aidant les autorités à comprendre comment Gracie s'est retrouvée dans l'eau. Avant cela, analysons la chronologie connue à ce stade. Jimmy Gracie, il était à Barcelone pour rendre visite à des amis qui étudiaient à l'étranger. Gracie était là pendant les vacances de printemps de l'Université d'Alabama. Il est originaire de Chicago. Et lundi soir, le groupe avec lequel il était a décidé de sortir et d'aller dans une boîte de nuit populaire à Barcelone. Voici une photo de Jimmy prise cette nuit-là, selon sa mère. La boîte de nuit Choco, située au bord de l'eau à Barcelone, est très populaire et a été classée parmi les meilleures du monde. Elle n'est pas du tout louche. C'est donc un endroit connu de beaucoup de gens. En voyant les photos où les gens sont serrés à l'intérieur, on ignore combien de personnes étaient dans le groupe de Jimmy ou s'ils ont croisé quelqu'un à la boîte de nuit ce soir-là. D'une manière ou d'une autre, au fil de la nuit, Gracie se retrouve séparée de son groupe. Et il n'est pas clair si Gracie a peut-être décidé de rester plus longtemps pendant que les autres rentraient chez eux, ou s'il s'est passé quelque chose qui l'a séparé des personnes avec qui il était venu. La dernière fois qu'il a été vu, c'était vers 3 heures du matin mardi. Son groupe, lui, a pu retourner à l'Airbnb où il logeait. La mère de Jimmy a publié sur Facebook que son fils était porté disparu et elle a posté des photos de lui dans l'espoir que quelqu'un sache où il se trouvait. Des proches de Jimmy ont pris l'avion pour Barcelone cette semaine pour aider aux recherches. Des groupes Facebook d'étudiants américains, en échange, partageaient son image en ligne. Il y avait des affiches de disparition dans le quartier de Barcelone où Jimmy a disparu. Maintenant, cette boîte de nuit est située juste au bord de l'eau à Barcelone. Il ne semble pas que ce soit dans une zone avec de fortes vagues, même si c'est juste le long de la plage. C'est un endroit qui paraît relativement paisible. Il y a une marina, des quais, une jetée, et c'est aussi un lieu où il y a des caméras qui surveillent l'eau. Voici une capture d'écran d'une webcam de Skyline Webcams de la marina, près de laquelle le corps de Jimmy aurait été retrouvé. Avant de retrouver le corps de Jimmy, les forces de l'ordre disposaient de 2 indices majeurs, dont son téléphone portable. La police l'aurait en sa possession après l'avoir récupéré sur une personne arrêtée, selon la famille de Jimmy. Les circonstances de l'arrestation restent inconnues. Comment cette personne a-t-elle eu le téléphone de Jimmy et comment la police l'a-t-elle retrouvé? Et comment savait-il que ce téléphone était lié à l'Américain disparu? L'autre preuve importante était le portefeuille de Jimmy, retrouvé flottant dans l'eau quelques heures avant la découverte de son corps. On ne sait pas encore quelle est la cause du décès de Jimmy, ni ce que révélera le test toxicologique. De nouvelles informations arrivent ce vendredi. Il y a un média appelé El País en Espagne qui rapporte que des images de caméras de sécurité montrent Jimmy marchant seul vers une zone de quai. Et apparemment, ces images de caméra le montrent en train de tomber dans l'eau. La marina où son corps aurait été retrouvé se trouve juste à côté de la boîte de nuit.
Ces images n'ont pas été rendues publiques et la police espagnole n'a pas commenté ni confirmé les informations diffusées par ce média El País. Il ne fait aucun doute que cette histoire représente le pire cauchemar de tous les parents. Et après la découverte du corps de Jimmy, la famille de Jimmy a publié ce communiqué disant, je cite, «Nous sommes très reconnaissants pour la gentillesse et l'attention qui ont été manifestées envers notre famille durant cette période incroyablement difficile. Nous avons pris la décision de suspendre les interviews avec les médias pour le moment afin de nous concentrer sur le fait d'être ensemble et de prendre soin les uns des autres. Merci de respecter notre vie privée et de garder notre famille dans vos pensées et vos prières. Nous partagerons des nouvelles dès que possible.» Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'une famille traverse une incertitude aussi déchirante comme dans cette affaire. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, l'étudiante américaine Sudik Chakonanki a disparu pendant les vacances de printemps alors qu'elle se trouvait en République dominicaine. Elle a disparu après être allée à la plage avec un garçon dans un complexe tout compris tôt le matin. Ce garçon a été détenu par les autorités dominicaines, puis relâché et autorisé à rentrer aux États-Unis. Les autorités estiment que la mort de Konanki était accidentelle. D'après ABC News, les autorités pensent qu'elle s'est noyée, mais son corps reste introuvable. Or, cette affaire pourrait également rappeler aux gens celle de Riley Strain, l'étudiant universitaire qui a disparu après une soirée avec ses frères de fraternité à Nashville en 2024. Le corps de Strain a été retrouvé dans une rivière 2 semaines après sa disparition, et la cause de sa mort a été déterminée comme étant la noyade et l'intoxication à l'éthanol. Son taux d'alcool dans le sang était près de 3 fois supérieur à la limite légale. Or, sa mort a été jugée accidentelle. En mars dernier, sa famille a poursuivi en justice la fraternité de Strain et plusieurs membres. Cette plainte accusait les frères de la fraternité de Strain d'avoir poussé Riley à passer une nuit à boire, puis de ne pas avoir pris soin de lui après qu'il ait été tellement ivre. Un juge a statué contre la famille en décembre de l'année dernière. Il est évidemment trop tôt pour savoir s'il y aura une action civile dans cette affaire impliquant Jimmy Gracie. Mais cette situation est simplement un autre exemple d'une famille plongée dans un chagrin qu'il est si difficile d'imaginer. Le frère de Jimmy a publié ceci sur Instagram avec cette photo en disant, je cite, «Au meilleur grand frère que l'on puisse souhaiter. Jimmy, t'as été un si grand modèle pour moi et tu m'as beaucoup appris. Tu me manques tellement et je sais que tout le monde ressent la même chose. Jouer à la balle avec toi dans le jardin me manque. Jouer contre toi à Madden me manque. Nager avec toi au lac pendant l'été me manque aussi. J'aimerais pouvoir avoir juste un jour de plus avec toi, un appel de plus, une conversation de frère à frère de plus. Tu me manques plus que quiconque ne peut le comprendre. Je sais que tu es avec Dieu en ce moment. S'il te plaît, veille sur nous. Je t'aime tellement. Repose en paix.» Nous accueillons maintenant le spécialiste médico-légal, professeur de criminalistique à l'Université d'État de Jacksonville et animateur de Body Bags, disponible sur YouTube. Joseph Scott Morgan, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je pense à cette famille aujourd'hui. Quel cauchemar! Nous commençons à obtenir quelques informations sur ce qui a pu se passer. Vous savez, nous savons que le corps a été retrouvé. La police a écarté l'hypothèse d'un acte criminel et ils l'ont fait assez rapidement. Quelles sont les questions que vous vous posez encore à ce stade? Eh bien, voilà le problème et peut-être, je ne sais pas, peut-être que je mélange la chronologie ici, mais l'une des choses que je peux vous dire que je n'ai jamais, en tant qu'enquêteur sur les décès sur une scène de crime, écarté l'hypothèse d'un acte criminel avant qu'une autopsie ne soit réalisée. Cette déclaration a été faite presque immédiatement après la découverte des restes. Personne sur les lieux n'est habilité à faire cette déclaration, seul un médecin légiste le peut. D'accord. Parce que vous n'en avez aucune idée. Cela ne tient pas compte de ce qui peut se passer en interne. Comment l'évaluer sur place? Donc je pense que c'est une grande partie du problème. De plus, d'un point de vue toxicologique, nous ne savons pas ce qu'il pouvait avoir dans son organisme. Tout, du sang, de l'urine, de la bile, de l'humeur vitrée. Oh, et au fait, le contenu gastrique aussi, car cela devra également être évalué. Donc c'est un peu ce que vous examinez et essayez de comprendre quelles étaient les circonstances entourant ce jeune homme retrouvé dans l'eau. Que s'est-il passé avant cela? Retrouver le corps est une chose et je suis content qu'il l'ait récupéré. Mais je veux savoir ce qui s'est passé dans les minutes et aussi les heures précédant le moment où il était dans ce club et s'est finalement retrouvé dans l'eau.
Et je veux faire attention pour ne pas spéculer là-dessus, mais vous savez, parfois certaines choses peuvent se perdre dans la traduction. Parce que, par exemple, le terme acte criminel ici aux États-Unis peut vouloir dire une chose, et puis en Espagne, ça peut vouloir dire autre chose, n'est-ce pas? Par exemple, quand ils disent, selon ce média, El País, s'il y a vraiment une vidéo qui le montre marchant seul sur ce quai et qu'il tombe dans l'eau, vous savez, et qu'ils disent, eh bien, cela exclut un acte criminel. Il a dû simplement tomber dans l'eau. Cela ne veut pas dire que nous savons ce qu'il avait dans son organisme. On ignore comment quelqu'un peut marcher sur un quai, peut-être dans le noir, et y tomber. Je ne sais pas, mais il me semble que pour exclure un acte criminel, vous dites que vous connaissez absolument tout ce qui s'est passé avant ce moment-là. Ce n'est pas comme si quelqu'un l'avait poussé dans l'eau, peut-être. Mais il y a quand même la possibilité, enfin, je ne dirais pas la possibilité, mais on ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Peut-être qu'en Espagne, ils ont découvert une sorte de clé magique pour les enquêtes. Tu sais, là où ils peuvent regarder dans le futur et voir ces choses et les interpréter immédiatement, alors que les enquêtes prennent du temps, Chris. Comme tu le sais, Chris, tu couvres des affaires depuis très longtemps maintenant, et il y a un processus pour tout, et c'est méthodique. C'est pour ça que nous nous basons sur la science. C'est la science criminelle, c'est la science médico-légale, et ces réponses ne sont pas instantanées. Ça prend du temps. Cela se fait sur une certaine période et il faut avancer étape par étape. C'est pourquoi j'ai vraiment un problème quand les gens commencent à faire des commentaires comme ça et qu'on entend tout ce bruit de fond périphérique. Je veux dire, mon Dieu, le téléphone portable de ce jeune a été retrouvé en possession de quelqu'un d'autre et ils disent en fait qu'il y a eu une arrestation qui a permis de récupérer le téléphone. Comment explique-t-on cela? Son portefeuille n'est pas sur lui. J'ai travaillé à beaucoup de postes où nous avons sorti des corps de l'eau. Et bien souvent, des objets comme les portefeuilles deviennent même encore plus adhérents à l'intérieur des poches du défunt. Vous savez, est-ce que le portefeuille a été sorti, fouillé, puis jeté quelque part? Qu'est-ce qui manque dans le portefeuille? Est-ce que sa carte d'identité était là, ses cartes de crédit? Est-ce qu'il était connu pour porter de l'argent liquide, des euros? Ils utilisent l'euro en Espagne. Est-ce qu'il avait de la monnaie américaine sur lui? Et où est son passeport? Je veux savoir ça. Est-ce que son passeport était sur lui? Je ne sais pas pour toi, mais quand je voyage à l'international, mec, je ne vais nulle part sans mon passeport. Il est toujours avec moi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à essayer de comprendre ici que de faire une sorte de jugement hâtif très, très rapidement. La famille mérite d'avoir plus d'informations que cela, et cela doit être appuyé par la science. Oui, sans aucun doute. Et concernant l'aspect scientifique, son corps, il a été vu pour la dernière fois à 3 heures du matin mardi. Et puis quand tout le monde se lève le lendemain matin mardi, il se demande où est Jimmy. Et c'est là que la recherche commence. Ensuite, son corps est retrouvé. C'était en début de soirée jeudi à Barcelone. Quand il s'agit d'un test toxicologique et qu'on essaye de déterminer ce qu'il avait dans son organisme, est-ce qu'il est encore possible, après qu'un corps ne soit resté dans l'eau aussi longtemps, de faire un test toxicologique? Pouvoir comprendre ce que contenait l'organisme au moment de la mort? Oui, absolument. En fait, on pourrait même aller plus loin que ça. Vous savez, 2 jours, ce n'est pas une très longue période du point de vue de la toxicologie médico-légale. C'est tout à fait faisable. Tout dépend. Et je me demande aussi, Chris, quel est leur délai pour les analyses toxicologiques? Vous savez à quel point sont-ils motivés pour obtenir ces résultats rapidement? Parce qu'en Amérique, nous faisons ce qu'on appelle un panel médico-légal standard où nous recherchons tout type de drogue d'abus, d'accord? Tout ce qui pourrait exister, tout, vous savez, des opiacés aux métabolites de cocaïne, aux amphétamines et tout ce genre de choses. Et j'imagine que ce serait à peu près la même chose. Mais il y a une chose qui m'intrigue beaucoup. Vont-ils dépister des choses comme les drogues du viol? On commence à penser au rohypnol et à toute cette catégorie de substances que malheureusement on a vues au fil des années quand on a bu dans des bars où les boissons étaient trafiquées. Ce sujet n'est pas nouveau et les gens l'ont déjà entendu plusieurs fois. Mais c'est une affaire compliquée parce que ce n'est pas comme si la famille pouvait simplement intervenir. Par exemple, ils viennent de la région de Chicago, donc ils ne peuvent pas juste aller voir le médecin légiste du comté de Cook et discuter avec lui. Leur enfant est en Espagne. D'accord, qui va plaider pour eux?
Et nous le savons parce qu'au fil des années, beaucoup de nos citoyens sont décédés à l'étranger. Et votre point de contact via le département d'État, généralement, il y a un point de contact adjacent au département d'État où vous avez un agent du FBI. C'est comme un agent résident qui est là. Et Chris, je dois te dire, j'espère vraiment que cette personne sera sur place. Ils seront sur place avec la dépouille de cet enfant. Je l'appelle un enfant. C'est un adulte, mais avec sa dépouille là-bas, quelqu'un pourra défendre la famille. Parce que je vais vouloir en savoir plus que simplement leurs commentaires. D'accord? Et je veux savoir qu'il y a encore la toxicologie, que le FBI a déjà fait cela par le passé, qu'il y a un échantillon que nous aurions pu ramener aux États-Unis et que nous pouvons l'analyser ici dans notre pays. Aussi des échantillons de tissu, ça m'intéressera beaucoup. Je veux savoir que la famille va y avoir accès. Et encore une fois, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement citer Nathalie Holloway. Je veux dire, Tu lances ça comme ça. Et c'est un peu une situation similaire dans le sens où elle est à l'étranger et elle est en vacances. D'accord. Hem, et ça a duré très, très longtemps. Et évidemment, Aruba n'est pas l'Espagne, mais l'Espagne n'est pas l'Amérique. Et donc, nous avons une façon particulière de faire les choses ici. Et j'espère simplement qu'il y aura quelqu'un pour guider tout ça, peut-être du FBI, qui pourra accompagner ce processus. Ainsi, la famille pourra obtenir satisfaction. oui. Et c'est ça, peu importe la réponse. On en est déjà arrivé à un point que personne ne voulait. Tu sais, ton estomac se serre vraiment quand tu entends ce qui s'est passé. Tu sais, quand son corps a été retrouvé. En ce qui concerne la cause du décès, je veux dire, dans combien de temps, tu sais, si c'est une noyade parce que son corps a été retrouvé dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour comprendre, d'accord, si la noyade est la cause du décès, on s'assure que tous ces autres facteurs n'ont pas contribué à cette noyade. Donc on a la noyade en haut de la liste. Comme qu'est-ce qui pourrait être une autre possibilité en plus de la noyade, si c'est en quelque sorte la cause principale du décès qui ressortirait de l'autopsie? Oui. Le point principal ici, évidemment, serait en fait la noyade. C'est quelque chose que nous pouvons évaluer immédiatement lors de l'autopsie. Nous allons examiner les poumons. Nous allons en fait examiner l'oreille interne, ce qui est quelque chose que nous faisons en cas de noyade. C'est assez standard. Le problème, c'est comment il s'est noyé, d'accord. S'est-il noyé en tombant accidentellement parce qu'il était ivre? Et cela concerne les preuves circonstancielles, ou bien était-il ivre et s'est-il noyé parce que quelqu'un avait l'intention de lui faire du mal? Et la noyade était simplement facile à provoquer parce qu'il se trouvait près de ce grand plan d'eau. Il faisait sombre. Il est perdu dans cette situation. Lui a-t-on glissé quelque chose avant de le pousser du quai? Et je veux dire, n'importe lequel d'entre nous qui a déjà été dans l'eau au coucher du soleil ou, Seigneur, quand il fait nuit dehors, on se désoriente très très vite. Et on ne comprend toujours pas, vous savez, parce qu'on entend des choses comme il était sur un quai, il était sur la plage, il y avait des vidéos, on le voit avec quelqu'un, on ne le voit pas avec quelqu'un. Ouais. Et tous ces événements circonstanciels autour de tout cela ne font que compliquer davantage l'affaire. Et vous savez, encore une fois, peut-être que ça se perd dans la traduction, mais j'espère que nous aurons de la clarté sur tous ces sujets. C'est l'ensemble de l'enquête. Ce n'est pas seulement l'autopsie ou la toxicologie, ce sont toutes les informations circonstancielles. Et maintenant, il semblerait que nous ayons beaucoup de données qui nous parviennent. Et ce ne sont pas forcément des données étayées d'un point de vue d'enquête. Nous avons des journalistes qui disent des choses et nous avons entendu 2 ou 3 scénarios différents qui ont été évoqués dans les médias, la presse étrangère. Donc je veux vraiment savoir quels sont les faits et j'espère que nous arriverons à une sorte de conclusion. Oui. Et parce que, vous savez, plus tôt cette semaine, il y a eu un article publié par un journal disant que, vous savez, un acte criminel était une possibilité. Cela a été vite écarté avant même la découverte du corps, ce qui amène à se demander ce qui a conduit à cet article. Maintenant, l'article indique qu'il était seul en train de marcher le long d'un quai. Et puis on se demande simplement quelles étaient les circonstances qui ont fait qu'il s'est retrouvé séparé de son groupe. Vous savez, vous êtes dans un pays étranger. Vous savez, Barcelone est un endroit. En marchant dans la rue,
vous croiserez sûrement d'autres étudiants américains en vacances de printemps. Barcelone est l'un de ces endroits où tellement de gens partent étudier à l'étranger et y vont pour les vacances de printemps. Je suis sûr que cette boîte de nuit, bien qu'étant dans une ville internationale, devait donner l'impression d'être chez soi à certains égards. Comment peut-on se retrouver séparé de son groupe? Quelles étaient les circonstances? Et puis, qu'est-ce que tu penses du fait que, donc il disparaît un mardi, et ensuite il retrouve son corps sur un quai, dans une marina je crois, ou dans une zone qui est très populaire à Barcelone, là où son corps a été retrouvé. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il a fallu 70, 48, 72 heures pour retrouver le corps dans une zone où il semble qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, eh bien, souvent, et sans vouloir être trop cru, mais souvent quand des gens tombent à l'eau, leur corps coule, effectivement, d'accord. Ensuite, en raison des changements corporels après la mort, ils vont refaire surface. Ce facteur intervient, encore une fois, il ne s'agit pas d'une longue période post-mortem. Je parle ici de notre point de vue d'experts médico-légaux. L'autre chose, c'est que c'est dans une sorte de zone protégée. C'est une zone abritée, il me semble, du moins d'après ce que je vois. Mais il faut quand même composer avec la montée et la descente des marées, et cela a aussi un impact. Donc littéralement, on pourrait mettre quelque chose, disons, à la surface ici, là où les choses sont entraînées hors du port. J'ai déjà vu ça arriver. Et puis, il y a des choses qui sont un peu contenues ou retenues à l'intérieur du port. C'est en quelque sorte résistant aux marées et à l'effet d'aspiration des marées. Je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent examiner et c'est quelque chose que nous ferions. Vous savez, ayant commencé ma carrière à la Nouvelle-Orléans, c'est quelque chose que nous faisions souvent, essayer de comprendre les marées et comment elles influencent l'endroit où les corps finissent par se retrouver. Aussi, quand on va sous la surface de l'eau, s'il y a des débris dans cette zone immédiate, on voit ça ici dans le sud aussi, n'est-ce pas, avec certains de nos grands lacs, des lacs de loisirs, où des gens peuvent rester coincés dans des débris sous l'eau. Et peut-être que la marée monte, le corps se libère et il remonte à la surface. Vous savez, alors comment a-t-il été réellement aperçu? Vous savez qui est la première personne à l'avoir vu? À quel moment et quel jour cela s'est-il produit? Et ensuite, il semble que, vous savez, l'équipe de plongée a fait un travail fantastique. Ils sont allés procéder au repêchage. On voit que c'est vraiment une mobilisation générale. Ils sont en train de le chercher. Ce n'est pas comme s'ils avaient pris ça à la légère ou quoi que ce soit de ce genre. Non, non. Mais ils font des efforts, vous savez, pour essayer de retrouver ce jeune homme. Mais c'est tout ce qui se passe après cela. Vous savez comment cela va-t-il être interprété par leurs experts médico-légaux et aussi par leurs enquêteurs des forces de l'ordre? Encore une fois, la totalité de toutes les preuves et des circonstances, je pense, va entrer en jeu. Je ne pense pas que cela va disparaître du cycle médiatique de sitôt, simplement à cause de tout le bruit qui est créé et de ces multiples récits qui circulent. Il faut intervenir et clarifier la situation, surtout pour la famille. Ce n'est pas une question de toi ou moi. Il s'agit vraiment de la famille et de savoir qui va plaider pour elle, parce que c'est une situation tellement désespérée. Vous avez déjà perdu votre enfant, n'est-ce pas? Vous ne savez pas où il est. Et puis, soudainement, depuis hier, il est décédé. Alors, qui va plaider pour eux dans ce pays étranger? J'espère que quelqu'un va prendre les choses en main. Oui, moi aussi. Et vous savez, je ne connais certainement pas la partie scientifique comme vous, mais j'ai l'impression que, du point de vue des relations avec les médias, la police a été très discrète avec les déclarations officielles. Mais ensuite, vous savez, si vous voulez garder les choses secrètes, c'est très bien. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, le FBI fait vraiment du bon travail à ce niveau-là. Il ne parle que lorsque des informations sortent. De plus, on constate peu de fuites du FBI sur de nombreuses affaires. Et ici, dans les médias locaux, même dans le New York Times, je l'ai sous les yeux. Et la phrase disait quelque chose comme: une source affirme que tout indique qu'il s'agit d'un acte criminel ou tout indique qu'il s'agit d'un accident. Et en fait, si vous n'allez pas faire de déclaration publique, mais que vous avez des gens qui laissent filtrer ce genre de phrases dans les médias, ça crée une partie de la confusion chez les gens, parce qu'ensuite, vous voyez ça et vous vous dites: d'accord, donc ils savent que c'était un accident. Pourquoi? Et puis, il y a tous ces rapports contradictoires. Donc parfois, les conférences de presse sont très utiles. Eh bien, Je dois vous dire, vous savez, je ne veux pas continuer à revenir sur Natalie Holloway, mais il y a d'autres affaires comme celle-ci. L'un des grands défis auxquels vous faites face ici, et vous venez d'en parler à l'instant, Barcelone est une destination touristique, n'est-ce pas?
Donc oui, il y a une université et toutes ces choses, mais quelle est leur source de revenus? C'est le tourisme. Bien sûr. Et donc tout ce qui pourrait nuire à cette industrie, ils ne vont pas être ils ne veulent pas donner une mauvaise image de l'environnement. Vous savez, il serait vraiment facile de blâmer la victime, je pense, ou de ne pas tout mettre sur la table pour que tout le monde puisse comprendre la dynamique. Ils ne vont pas, vous savez, ils ne vont pas rester là à parler du nombre de pickpockets qu'ils ont dans la région. Ils ne vont pas parler du fait que les Américains et d'autres étrangers qui arrivent là-bas sont ciblés par des criminels prédateurs parce que vous savez, on se démarque dans la foule, évidemment. D'accord. Quand on arrive, on s'habille différemment. Évidemment, on parle différemment. Et si vous avez quelqu'un qui est ivre, ce qu'on peut supposer, puisqu'il s'agit d'un étudiant, il va en boîte, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne boit pas du tout, je n'en ai aucune idée. Mais il y a de fortes chances qu'il boive, peut-être. Eh bien, si vous marchez sur le trottoir, vous allez être une cible facile pour quelqu'un qui est opportuniste. Ils ne vont pas parler de ça. D'accord. Donc, il faut aussi essayer de comprendre ce point de vue-là également. C'est pourquoi j'espère que la famille de Jimmy sera défendue par notre gouvernement fédéral dans cette affaire. Oui, et j'espère aussi, même si je sais que c'est un peu faire la morale sur les relations tendues avec les forces de l'ordre, mais on espère au moins que la famille reçoit des informations. Oui, qu'ils aient les informations. Bien sûr, nous espérons tous qu'ils reçoivent ces informations, mais notre rôle est secondaire face à l'importance qu'ils les aient. Absolument. Nous verrons comment cette affaire évolue. C'est vraiment tragique, vous savez, le pire cauchemar pour des parents, ce qui peut sembler un cliché dans ce genre de situation. Mais je pense que malheureusement, cela correspond parfaitement à cette histoire. Joseph Scott Morgan, animateur de Body Bags, désormais sur YouTube. Merci comme toujours d'être avec nous sur Law and Crime, c'est super. Je vous en prie, Chris. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify pour retrouver nos épisodes sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à bientôt.